BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité ce soir, c'est Nicolas Dufourcq, directeur général de BPI France. Bonsoir Nicolas Dufourcq. Bonsoir Edwige. Merci d'être avec nous. Beaucoup de questions industrielles. Il y a certains dossiers sur lesquels je vous interrogerai. On va parler de la semaine de l'industrie. Vous, votre objectif, c'est de mobiliser les jeunes, c'est de leur convaincre qu'il faut aller bosser dans l'industrie. Et puis on va parler tout de suite de l'inquiétude, la grande inquiétude, j'ai envie de dire, des industriels par rapport au budget 2025 tel qu'il se présente, avec des hausses de coûts, des cotisations sociales, peut-être rabotage sur le crédit impôt recherche. Dernière en date, c'est l'augmentation du versement mobilité, grosso modo 20 milliards d'euros. Ils disent, mais attendez, comment, là c'est plus un budget de réindustrialisation, c'est un budget de désindustrialisation, comme l'a dit ici même Louis Gallois, le patron de la fabrique de l'industrie. Vous, BPI France, vous investissez quoi, 28 milliards dans les boîtes, et au total, vous avez combien de sous-gestion maintenant ? À peu près 60 milliards. Oui, 60 milliards. Donc vous êtes en première ligne partout, on verra. Comment vous réagissez, vous ? Je suis citoyen, donc je ne peux pas ne pas voir que nous sommes en pleine crise des finances publiques. Oui. Et il faut absolument qu'on traite ce problème. Donc il va falloir trouver des ressources. C'est clair que le ciblage très particulier des entreprises a forcément des conséquences sur l'activité, sur l'investissement et sur l'emploi. C'est absolument clair. Notamment les allègements de charges sociales. Pour le reste, ce que je peux constater des enquêtes de BPI France, on a publié la nôtre il y a peu de jours avec Rexecode. Oui, votre baromètre, oui. Le baromètre, c'est que en effet, le moral des entrepreneurs commence à baisser. Mais on a encore une proportion d'entre eux qui veulent investir en 2025 qui est significative. Cela dit, elle me paraît un peu faible pour justifier une perspective de croissance importante en 2025, qui est quand même une des bases des calculs budgétaires, oui, mais d'accord, avec une croissance par l'investissement. Ouais. Donc il y a une petite contradiction entre une croissance par l'investissement en 2025 et puis, au fond, un nuage de points comme ça qui fait que les entrepreneurs ne sont pas très contents. Il faut traiter la question de la psychologie des entrepreneurs, incontestablement. Maintenant, c'est vraiment de la psychologie. Oui, mais vous avez mis pas la psychologie, l'instabilité, la stabilité, l'inquiétude. Une anecdote. Hier soir, j'étais avec une centaine d'entrepreneurs à La Défense. C'est un événement. Et puis, je les ai reboostés. Et puis, je leur ai dit, levez la main ceux qui veulent investir en 2025. Ils ont tous levé la main. Ouais. Fondamentalement, les méga-tendances sont là. L'inflation a beaucoup baissé. Vous, c'est moins de 1 sur 2. On sort avec une croissance en 2024. Le troisième trimestre n'est pas si mauvais. Les technos sont là. La BPI est là. Les banques sont là. Attendez, votre baromètre, là, dont vous venez de parler, moi j'ai les chiffres devant moi. Oui. 43% des dirigeants ont investi ou comptent investir cette année, c'est-à-dire moins de 1 sur 2. Oui. Oui, donc bon. Oui, non, mais bien sûr, mais enfin, c'est pas zéro, quoi. Non, mais d'accord, c'est pas zéro, mais enfin bon. Non, mais je suis désolé aussi, je suis obligé de le dire. C'est-à-dire qu'on est quand même entouré de commentaires défaitistes sur la désindustrialisation et la réindustrialisation. C'est la maladie. Ça y est, le solde, il devient négatif, là. C'est pas vrai. Si. Non, c'est faux. On est encore en solde positif. Non. Parce qu'on était à 36, positif, et maintenant, les infos de tout juste, on passe en négatif. Mais parce qu'on ne compte pas les extensions. Mais quand vous avez des patrons de PME qui doublent la taille de leur usine, il faut le considérer. Donc, non, on a quand même une maladie française qui est de passer au défaitisme extrêmement rapidement. Et ça, il faut arrêter. Oui, mais est-ce que vous pensez un peu comme le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Économie, Antoine Armand, qui a mis un peu les pieds dans le plat en disant les entreprises ne doivent pas être la variable d'ajustement d'une France surendettée. Vous êtes d'accord avec lui là-dessus ou pas ? Totalement d'accord avec ça. Je pense que le modèle social français qui pense pouvoir continuer de se financer sur les entreprises, ça ne marche plus. Il va falloir qu'on trouve d'autres solutions pour financer le modèle social français. Le modèle social français, je rappelle quand même que c'est 375 milliards d'euros de retraite par an et à peu près 280 milliards de dépenses de santé par an. Ouais. Et une très grande partie pèse sur les entreprises, en effet. Évidemment, impôt sur les sociétés, cotisation patronale. C'est absolument gigantesque. Et l'idée que les entreprises reçoivent des tonnes et des tonnes d'aides, qu'elles devraient rembourser au moindre problème, est une idée qui est absolument fallacieuse. Les entreprises reçoivent un peu d'aide, mais ça représente, on va se dire, à peu près,
d'une dizaine de pourcents maximum de ce qu'elle paye elle-même au système social français. C'est ça qu'il faut regarder. Donc ce budget, ça y est, vous avez répondu. Hein, vous avez dit, voilà, c'est un budget, on peut pas faire du en même temps. Quelqu'un me disait ça ce matin, on ne peut pas faire du en même temps. C'est-à-dire, il va falloir soutenir la croissance, développer les entreprises, puis en même temps vouloir réduire drastiquement l'endettement de la France. C'est pas possible. Il faut faire un choix. Non, c'est pas possible, mais il faut aussi se souvenir que toutes les entreprises françaises ont été soutenues par l'État d'une manière extraordinairement généreuse pendant le Covid, avec un chômage partiel qui était le plus généreux du monde, 80% des salaires payés par la collectivité nationale. Ça a permis à 800 000 TPE, PME et entreprises de tenir et de survivre. C'est ce que vous faites à travers BPI. Tout le monde doit payer le remboursement du Covid, c'est ça mon message. Chacun en fonction de ses possibilités. Est-ce que le PGE, c'est vraiment une des causes de faillite des TPE et PME qu'on observe en ce moment? Alors, le PGE, le remboursement du PGE, on en a fait très exactement. Très garanti pour l'État. Hein. Oui, on en a fait exactement 804 000 pour 140 milliards. À la fin des fins, sur les 140 milliards, il y aura à peu près 5% de taux de défaut. C'est-à-dire relativement faible. C'est éclaté en une multitude de toutes petites TPE, en réalité, qui sont beaucoup dans la restauration, petit tourisme, etc. Mais là, en ce moment, parce que c'est ce que disent, c'est ce que disent les observateurs, c'est que une des explications des faillites des TPE, c'est notamment le remboursement des PGE. Vous dites que non, vous? Non, je vais être très précis. On est reparti sur 66 000 faillites par an, qui était le chiffre que nous avions dans les années 2015, 16, 17, 18. Donc on est revenu à ces niveaux-là. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à l'intérieur des 66 000, vous en avez à peu près un quart qui viennent de PGE non remboursés. Un quart, d'accord. Ce qui représente à peu près 2500 à 3000 PGE non remboursés par mois, qui sont des micro-entreprises. Parfois, c'est un salarié ou deux salariés. Il ne faut pas imaginer que ce sont des PME qui tombent en rafale avec une... D'accord. Voilà. Alors, je le disais, BPI France, vous êtes en première ligne, notamment dans de nombreuses participations de l'État, où vous êtes venu en renfort ou pour soutien. Il y en a plein. Je vais peut-être en choisir 4 ou 5. Si on prend ST Microelectronics, dont vous êtes président du conseil de surveillance, en l'occurrence, ils viennent juste, c'était hier, je crois, d'annoncer que leur profit était divisé par 3 et que leur objectif de chiffre d'affaires, il était reculé de 3 ans. Est-ce que, d'abord, quelles conséquences pour l'emploi? Est-ce qu'en termes aussi d'implantation d'usines, fermeture d'usines, est-ce que il y aura ça ou pas? Et est-ce que pour vous, c'est vraiment, là, on voit bien que c'est la filière automobile qui est impactée, c'est une des conséquences? Vous avez répondu à la question, Edwige, puisque Edwige fait ST Microelectronics fait 42% de son chiffre d'affaires dans l'automobile. Donc inévitablement, ST Microelectronics est impacté par le fait que les Européens, en particulier les Américains, n'achètent pas autant de véhicules électriques que prévu. C'est clair. C'est tout à fait normal. Donc on est dans un cycle, c'est une activité très cyclique. Et on est donc dans le bas du cycle. Et il se trouve que ce bas de cycle n'a jamais été aussi long, aussi bien pour nous que pour nos concurrents, Infineon, Renesas, On Semiconductor, etc. Et donc, on reconnaît des baisses de chiffre d'affaires qui se traduisent par des baisses de profit, puisque les usines... Et donc, sur ST, est-ce qu'il y aura un impact industriel et social? Donc, il y aura un impact, inévitablement. Aucune fermeture de site, bien entendu. Mais la montée en gamme technologique va devoir être accélérée. Et alors, c'est technique, cette affaire, mais ça veut dire très précisément que tout ce qui était produit sur des nœuds à 200 mm va devoir être produit sur du 300 mm, qui est beaucoup plus économe, beaucoup plus efficace, beaucoup plus innovant, beaucoup plus demandé par les clients, etc. Avec probablement un impact. Social. D'accord. De combien? Non défini à date. Non défini à date. Stellantis, puisqu'on reste dans la filière automobile, Stellantis, on a vu, j'ai interviewé Carlos Tavares à l'occasion du salon automobile, on a bien vu, c'est le grand nettoyage en 2024, il a baissé tous ses stocks, il a changé tout son état-major, il a fait du ménage aux États-Unis. Est-ce que quelque part c'est pour mieux préparer 2025? Hier, ou avant-hier, je recevais Louis Gallois, qui a été président du conseil de surveillance de PSA avant la fusion Stellantis. Il disait, en fait, en 2025, ça risque d'être une très très bonne année. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? Mais alors je suis d'accord. Vous êtes actionnaire de BPI, de Stellantis. Oui, on a 7% du capital de Stellantis avec nos partenaires.
Mais c'est vrai pour toutes les industries, en réalité. C'est-à-dire que 2024 est une année très particulière. C'est une année de coup d'accordéon après les années incroyables qu'on a vécues en 2022-2023. On a vécu des années qui sont des années j'appelais ça à l'époque la catapulte, post-Covid. Donc ensuite, il y a eu un effet, pardonnez-moi l'expression, mais de porte de saloon, où il y avait beaucoup de stocks chez les clients qui ont cessé de passer les commandes. Donc tout le monde s'est retiré dans sa coquille. Et 2025 va être le moment, à nouveau, de l'expansion. Pas forcément sur toutes les lignes de produits, d'ailleurs. Mais oui, incontestablement. Les moments difficiles sont les moments du second semestre 2024, premier semestre 2025. D'accord. Deuxième semestre 2025, on va commencer à voir les volumes repartir. Ok, donc il faut s'attendre plutôt à une reprise très forte de Stellantis en 2025 ? Vous êtes administrateur, je le rappelle là aussi. Le budget va nous être présenté dans 15 jours au Conseil, donc je ne l'ai pas vu. Je ne peux pas vous dire exactement ce qui sera présenté par Carlos Tavares. Il y a une petite différence entre le ST Micro qu'on commentait à l'instant et Stellantis, c'est que Stellantis va beaucoup dépendre sur son business de véhicules électriques des incitations gouvernementales. Et là, pour l'instant, on est dans le flou. Ah bah là, on est dans le flou, oui. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Processus de transmission. Oui. Est-ce que je ne vais pas vous demander qui, évidemment, c'est un processus interne ou externe ? Pour Stellantis ? Oui. Tout à fait classique, c'est-à-dire des candidats externes, des candidats internes. D'accord, ok. Résultat des courses ? Le moment venu, il faut être prêt pour l'Assemblée Générale dans 18 mois. Orange. Il y avait une information de nos confrères de Challenge ce matin qui disait qu'il y avait 10% que vous détenez dans Orange qui serait en fait cédé par vous pour que les salariés d'Orange puissent racheter et puis que sinon il y aurait en fait un rachat d'actions pour éviter trop la dilution de l'État et de BPI France. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cette information ? Non, vous me l'apprenez. Ah bon. D'accord, je sais pas, mais il y a une réflexion autour de ça pour que vous cédiez vos 10% dans BPI, sachant qu'à la PE à 13%, c'est ça ? Il n'y a pas de réflexion à date, j'ai pas fait une seule réunion sur le sujet, il n'y a pas eu un seul comité. Ah bon ? D'accord. Mais ça ne m'empêche pas de dire qu'un jour on vendra Orange. Ok. Il n'y a aucun tabou là-dessus. Ouais, donc c'est un point... Bon, Arkema, vous êtes actionnaire, évidemment. Toute la filière chimie souffre beaucoup. Oui, mais Arkema beaucoup moins que les autres, parce que c'est la spécialité, beaucoup moins que les autres. Oui. Donc je pense qu'on a fait un très bon choix d'investissement, et par ailleurs Thierry Le Hénaff... À travers votre fonds LAC, oui. Thierry Le Hénaff a fait des très très bons choix stratégiques. La conséquence sur vous, sur BPI France, c'est quoi ? L'année 2024, ça sera une année difficile ? Pour BPI France ? Oui. Non, c'est une très belle année. Non, mais je ne sais pas, parce qu'on voit bien que toutes les entreprises dont vous êtes actionnaire souffrent. Donc, Oui, non, alors vous me posez des questions sur au fond, le résultat financier de BPI France. Le résultat financier de BPI France, il dépend de quoi ? Enfin, il dépend du résultat de nos activités de crédit, il dépend de la qualité du sous-jacent des PME et des startups dans lesquelles on a investi en fonds de fonds. Il dépend également de la valeur du portefeuille de BPI France. La valeur du portefeuille, elle impacte les fonds propres, pas le résultat. La seule entreprise qui impacte le résultat de BPI France, c'est ST Microelectronics. Et par conséquent, comme il y aura un impact qui sera un impact de l'ordre de 200 millions d'euros sur le résultat de BPI France. 200 millions d'euros, donc c'est quand même un impact significatif. On vous a baissé vos allocations, vos fonds à BPI France, puisqu'on fait des coupes sombres un peu partout ? Non. Non, nous avons l'intention, notre budget 2025, ça va être un budget, on va dire, stable plus. Avec 20 milliards d'euros de crédit, 4 milliards d'euros d'investissement en fonds propres. Ce qui baisse, c'est France 2030, puisqu'on sort d'une année qui était une année exceptionnelle de déploiement de France 2030. France 2030 commence à avoir été déployée. Et donc on sera en financement d'innovation, non plus au volume de 7 milliards de l'année 2024, mais plutôt aux alentours de 4 à 5 milliards. Toute dernière question avant de passer à la semaine de l'industrie. Club Med, Club Méditerranée, on dit que, on voit bien la restructuration avec l'arrivée d'un fonds singapourien qui pourrait venir compléter les Chinois, etc. Et au milieu, on parle de l'arrivée de BPI France. Oui. Est-ce que vous dites oui, on sera présent ? J'ai déjà dit oui à plusieurs reprises. Oui, mais vous le confirmez là. On travaille sur le sujet depuis maintenant longtemps. Enfin, j'ai l'impression depuis le mois d'avril dernier. On est prêt depuis longtemps. Et on est prêt à ça. Et vous attendez quoi ? Que les Chinois décident. Oui. Tout simplement. À hauteur de combien vous serez ? Nous, 10% du capital. Pardon ? 10% du capital. D'accord, ok. Alors, la semaine de l'industrie. Oui. La semaine de l'industrie, elle a commencé le 14 novembre, le 18 novembre, pardon. Vous, jusqu'au 24 novembre. Vous vous mobilisez, mais votre objectif, c'est aussi de mobiliser
les jeunes. Oui. Vous avez un bus qui va circuler un petit peu partout, Oui. qui s'appelle Allons enfants de l'industrie. Oui. Et vous allez circuler. C'est la grande difficulté, c'est d'expliquer aux jeunes que c'est formidable l'industrie, un peu compliqué comme tâche aujourd'hui, non? Oui, et encore que de moins en moins, j'ai envie de dire. Ça fait longtemps qu'on s'y est mis, hein, Ouais. évidemment, puisqu'on part de très très loin sur l'imaginaire négatif relatif à l'industrie. Et donc, en fait, ce qu'on utilise, oui, c'est des bus, mais l'image en termes de puissance de discours, c'est plutôt la voiture bélier. Hein. C'est-à-dire qu'on va taper l'imaginaire négatif sur l'industrie, enfin, c'est depuis des années. Bon, et donc on s'est dit, une semaine par an consacrée à l'industrie, ça va pas le faire. Et donc, nous, la semaine de l'industrie, en fait, c'est toute l'année. Raison pour laquelle nous avons ce bus-là, qui circule. Ouais. Et qui sera à Bercy, je crois, demain. Oui, Ouais. et qui était à Reims aujourd'hui, Ouais. et qui, bon, là, il fait une quinzaine d'étapes, mais dans l'année, on va en faire beaucoup, beaucoup plus. Et à chaque fois, on emmène 300 de ces jeunes que vous voyez derrière vous, là, dans les usines, et ils repartent honnêtement avec des toiles dans les yeux. Hein. Jeunes filles aussi. Est-ce que ça débouche, vous avez en termes d'embauche des jeunes, ça a débouché sur quelque chose? Alors, bon, quand c'est des collégiens, bien sûr que non. Hein, Oui, non, mais à terme, puisque comme vous dites, ça fait longtemps que je me mobilise sur le sujet. Donc, La réponse est oui. La réponse est oui. Alors, ça, il n'empêche que les entrepreneurs continuent de dire, et me le disaient encore hier soir, que les difficultés de recrutement sont un problème considérable. Hein. C'est vrai. Maintenant, il faut se le dire, depuis l'année dernière, on a créé 15 000 emplois dans l'industrie en France. Hein. Ouais. Depuis 3 ans, on en a créé 70 000. L'Allemagne en a détruit 350 000. Donc, ça veut bien dire qu'il y a des jeunes qui vont à l'industrie en ce moment. Ouais. Ça va mieux, ça progresse, j'ai envie de dire. D'accord. Et puis vous avez aussi lancé ce matin, c'était l'actualité du jour en fait pour vous, Nicolas Dufourcq, mais c'est vrai que vous êtes un peu sur tous les fronts. C'est un grand salon, enfin le top départ, hein, parce que c'est l'annonce, parce qu'il va se dérouler en mars prochain à Lyon, du Global Industry. Oui. C'est un immense salon où il y aura, j'ai plus le nombre de participants, il y a 500 conférenciers, 2500 exposants. Qu'est-ce que vous cherchez? C'est un de plus ou qu'est-ce que vous allez faire? Ben ça, c'est l'Allemagne a traditionnellement un très grand salon de l'industrie à Hanovre, hein, et la France n'avait pas de grand salon. D'accord. Pour copier les Allemands. Et donc il a été décidé depuis maintenant un bout de temps quand même, hein, 7-8 ans, de créer ce grand salon par la fusion de plein de petits salons industriels. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Global Industry, c'est Paris et Lyon, alternativement, piloté par GL Events, et j'en ai la présidence. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est tout simplement pour attirer le maximum d'entrepreneurs au salon, faire comprendre aux patrons du CAC 40 industriel. Donc ceux qui vous écoutent ou qui vous regardent, vous leur dites, allez, voilà, venez. Voilà. Non mais ça va, le salon sera un très grand succès. Hein. Il y a de plus en plus de jeunes qui viennent. Au début, il y en avait 1000, maintenant il y en a 6000. Et bientôt 10 000 qui vont... Parce que ce salon, en fait, c'est une gigantesque foire de machines magnifiques. Et donc visuellement, graphiquement, c'est un truc magnifique. Hein. Et c'est une démonstration de puissance aussi. C'est très important. C'est toujours important d'avoir des démonstrations de puissance quand on a des stratégies ambitieuses. Surtout en ce moment, vous avez raison de le souligner. Merci beaucoup. Nicolas Dufourcq d'avoir été avec nous, directeur général donc de BPI France, en première ligne, vous l'avez compris, sur de nombreuses entreprises, de nombreux chantiers.